On croyait que l'épisode allait se refermer dans le calme et la douceur, et pourtant, dans les toutes dernières minutes, un prénom surgit, un prénom oublié, Faith, et avec lui un tourbillon d'émotions, de souvenirs et de doutes. Dans ce décryptage, je vais revenir sur les choix forts de cet épisode 16 de la saison 7, ce qu'il raconte de nos personnages, de leur ligne de faille et de leur histoire partagée, mais aussi et surtout sur ce twist final qui divise, qui intrigue et qui bouscule. Je vous partagerai mon avis, mes hypothèses et les échos profonds que cette scène soulève dans l'histoire d'Outlander. Parce que oui, j'ai été émue. Oui, j'ai aussi douté. Et comme vous, j'ai envie de comprendre où cette série veut nous emmener. On commence avec mes impressions générales. Et voilà, la saison 7 se termine. Une saison qui, rappelons-le, a démarré en 2023. Coupée en deux, alors ce n'est pas rare pour une série, mais entre les deux moitiés de cette saison 7 d'Outlander, l'attente a paru interminable. On sent que Starz voulait prendre son temps et nous faire un peu languir. Et puis ce final est arrivé, un épisode étonnamment intime, calme même, si on le compare au précédent qui concentrait toute l'action. Ici, aucun danger immédiat pour nos héros, pas de bataille, pas de poursuite, et pourtant on reste suspendu du début à la fin. Parce que ce n'est pas un épisode de tension, c'est un épisode de drames intérieurs, de gestes doux, de mémoire et de spiritualité. Dès l'ouverture à froid, on est prévenu. 2 fillettes qui courent dans un champ, une libellule, une mère qui tend les bras, des visages, des gestes, des lumières qu'on reconnaîtra plus tard dans les souvenirs racontés par Fanny à Claire. Alors commencer une fin de saison sur 2 personnages secondaires comme Jane et Fanny, c'est inattendu et c'est un signal. Elles ne sont peut-être pas si secondaires que ça. La title card, elle, nous montre une aurore boréale. Là encore, rien d'anodin. C'est un motif qu'on retrouvera dans la bouche de Fanny et puis dans les derniers instants de Jane aussi. L'aurore boréale comme un passage vers l'au-delà, peut-être. En tout cas, comme une élévation, ça c'est sûr. Et tout l'épisode est construit de manière resserrée. Il est centré sur les personnages principaux, sans scène de foule ni figurant, vous l'aurez peut-être remarqué. Et cette sensation d'épure est accentuée par les choix visuels. La couleur bleue revient vraiment partout, le châle de Claire, les volets de l'église, la lumière, un bleu qui soigne, qui relie à Faith, à Maître Raymond, à quelque chose de plus grand. Ce final de saison a été écrit comme beaucoup de finales de saison par Matt Roberts et Tony Graffia, un duo de scénaristes que vous connaissez sans doute bien. Ce sont eux qui avaient signé ensemble des épisodes assez puissants et souvent parmi les préférés des fans. Le dernier épisode de la saison 2, Le Talisman, et le dernier épisode de la saison 5, Never My Love. À la réalisation, on retrouve une fois de plus cette saison Joss and You, qui avait mis en scène les épisodes 7 et 8. Donc c'est les derniers épisodes de la première partie de saison 7, et puis l'épisode précédent, le 15. Et on le sent, il y a une certaine lecture en miroir permanente. Claire et Jane à la fenêtre, John et Jamie, chacun à leur tour face à William. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que même les lecteurs les plus assidus ont été surpris dans cet épisode. Et ça, je trouve ça génial. J'aime être cueillie là où je ne m'y attends pas, et ce n'est pas parce que certaines scènes sont reprises très fidèlement du livre, et il y en a beaucoup, qu'on n'est pas surpris par l'émotion, par le montage, ou par ce que les acteurs nous donnent à l'écran. Et puis enfin, l'épisode est traversé par des thématiques très fortes que je vais développer dans ce décryptage, la famille sous toutes ses formes, le pardon et la rédemption, le deuil, la mémoire, la transmission, le retour chez soi, et bien sûr l'élévation, la part mystique, les anges et la lumière. Un final tout doux et bouleversant qui referme aussi certains arcs, mais qui en ouvre d'autres, et qui surtout ne nous donne pas toutes les réponses. Au contraire, il nous laisse avec des images qui flottent, des chansons qui résonnent, et une seule envie, continuer. Allez, petite auto-promo, il faut que je vous parle de tout ce que je fais. Je suis Aurélie, Outlander Addict. Et donc, si vous aimez ce type de décryptage, sachez que je vous propose des contenus ultra complets autour d'Outlander, autour de chaque épisode, notamment sur mon site www.outlander-addict.com. Il y a un article par épisode depuis la saison 1, ils y sont tous, avec des photos, des vidéos, des anecdotes de tournage, des liens utiles, des petites pépites cachées, enfin bref, plein de choses. Et même sur ce site, vous trouverez une section consacrée aux livres pour les lecteurs, avec des extraits traduits du tome 10, pour ceux qui veulent plonger encore plus loin.
Je partage aussi l'actualité sur Facebook et Instagram. L'actualité est dans l'univers Outlander et chaque lundi matin, je fais une synthèse et je vous envoie la Gazette de Fraser's Ridge. C'est une newsletter, un condensé des infos sur la série, les acteurs, les livres. Bref, tout ce qui fait battre notre petit cœur d'addict. Et si vous aimez ce que je fais, si vous avez envie de soutenir mes contenus, vous pouvez me rejoindre sur Patreon. La quasi-totalité de ce que je crée est accessible totalement gratuitement sur YouTube, Facebook et Instagram, que ce soit les vidéos, les traductions, les newsletters, tout. Mais pour produire tout ça, il faut héberger le site, financer les outils, les logiciels de montage, les bases de données, les visuels, et surtout du temps, beaucoup de temps. Mais vous savez bien ce que c'est quand on aime. Alors, si le cœur vous en dit, Patreon est un super moyen de me soutenir. En échange, vous accédez à une communauté ultra investie, bienveillante, pleine de partage. Il y a des contenus exclusifs, des avant-premières, des visios, des book clubs. Et vous avez aussi la possibilité d'intervenir dans mes vidéos, comme les addicts que vous allez entendre tout à l'heure. Bref, que vous me suiviez de près ou de loin, je suis ravie de vous savoir ici. Merci de faire vivre cette aventure à mes côtés. Et au passage, appuyez sur le pouce sous la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ça m'aide énormément à donner de la visibilité à mes contenus. S'il y a une scène que je garderai de cet épisode, c'est celle-là, celle qui commence avec un pot de chambre et qui se termine par une étreinte. Une scène à la fois drôle, délicate, pudique et bouleversante. Parce que tout y est. Tout ce qui fait de Jamie et Claire un couple aussi inspirant après 7 saisons. Claire ici est fragile, vulnérable, douce. Elle a besoin d'aide, elle a besoin de Jamie. Et Jamie est là, bien sûr. Attentif, silencieux, plein de tendresse. Il l'aide à uriner sans jamais la faire se sentir diminuée. Il est à genoux, littéralement, mais jamais dans une posture d'infirmier. Dans une posture d'époux, de confident, de présence rassurante. Il est là, tout simplement. Et quand Claire lui demande de venir s'allonger près de lui, il repose doucement le pot de chambre sans un mot. C'est drôle, c'est un peu absurde, mais c'est infiniment tendre. Parce que c'est ça, l'amour adulte, mature, l'amour dans la durée. Et dans cette vulnérabilité extrême, Claire dit « je t'aime ». Ces mots, on ne les a pas tant entendus que ça dans la série. Mais là, ils prennent une force nouvelle parce qu'ils surgissent dans un moment de vérité sans phare, sans fioriture. Parce qu'elle a besoin de lui, parce qu'elle veut rentrer à la maison, leur ancrage, leur promesse. Et ce n'est pas un hasard si c'est dans cet épisode que Jamie évoque avec des mots simples sa foi. On le voit prier au chevet de Claire au tout début de l'épisode. Il parle de la mort, non pas avec peur, mais avec paix, avec la certitude qu'il reverra ce qu'il a aimé, alors que Claire, elle est dans le doute. Elle ne sait pas si elle reverra Faith. Et Jamie, lui, n'a pas ce doute. Il ne cherche pas à convaincre, il dit juste « ça rend la mort plus supportable ». Il cite aussi Murtagh quand il lui avait dit « ça ne fait pas mal du tout de mourir ». Et ce simple rappel à leur histoire commune, à ce qu'ils ont déjà traversé, suffit à renforcer leur lien. Encore un peu plus. Le dialogue, là, dans la scène, est parfaitement écrit, la scène finement réalisée. La lumière de cette scène est une réussite absolue. L'ambiance est douce, sereine, chaleureuse, un peu feutrée. On ose y montrer ce qu'on voit rarement à l'écran, l'intimité réelle, incarnée, d'un couple qui s'aime depuis des décennies. Pas besoin de grands gestes ou de grandes déclarations. Un pot de chambre, un regard, une main posée, et c'est peut-être ça finalement le sommet de l'amour. Bon, il est temps de vous parler de mon flop, et je vous le dis, il ne concerne pas la scène en elle-même, que je trouve d'ailleurs magnifique, mais plutôt l'attitude de Jamie dans cette scène. Vous voyez de quoi je parle ? Donc Lord John Grey rend visite à Claire, qui est convalescente. Il arrive en tenue civile, et là je pense qu'objectivement on peut dire qu'il est superbe. Et ce John est doux, attentif, posé. L'échange entre lui et Claire est d'une tendresse rare. On sent toute l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre, un respect profond, une connivence née de tout ce qu'ils ont traversé ensemble. Et Claire trouve les mots pour lui exprimer toute sa gratitude. Elle lui dit devant Jamie qu'il lui a sauvé la vie, et lui, tout en retenue, lui répond qu'en réalité, ils se sont sauvés mutuellement. C'est beau. Et là, dans un coin de la pièce, Jamie. Jamie qui reste planté là, fermé, crispé, les bras croisés et le regard noir. Comme si le simple fait de voir John dans cette pièce menaçait soudainement son couple. Franchement, après tout ce qu'ils ont vécu, après avoir failli perdre Claire,
est-ce que ce ne serait pas le moment de passer à autre chose? De reléguer des vieilles jalousies au second plan et de reconnaître au fond que John a toujours été digne, loyal, respectueux et que non, il ne va pas lui piquer sa femme. Je trouve que Jamie campe un peu bêtement sur ses positions. Il refuse encore d'appeler John par son prénom. Il reste de glace. Il boude en fait. Et face à ça, John est impeccable. Il désamorce la tension avec un humour subtil qu'on lui découvre de plus en plus dans cette saison, notamment quand Jamie lui interdit d'appeler Claire ma chère. Il enchaîne par 2 fois Madame Fraser comme pour dire « je sais très bien quelle est ma place ». Et au milieu, on a Claire qui soupire, qui lève les yeux au ciel. On la sent légèrement excédée, un peu gênée de voir 2 coqs dans une basse-cour, là où il devrait y avoir de la gratitude, voire de la réconciliation. Le trio est du coup tendu, mais la scène fonctionne incroyablement bien, justement grâce à cette tension feutrée, à l'intelligence des dialogues et à la justesse du jeu des 3 acteurs. Et puis je le dis clairement, John est celui qui ressort le plus admirable dans cette scène. Il illumine tout ce qu'il touche. Il est fin, respectueux, solide, classe, comme disait l'une des addicts sur Patreon. Et Jamie, en comparaison, fait un peu petit garçon têtu. Alors non, je ne boude pas la scène. En vérité, j'ai peut-être fait un peu exprès de la mettre dans cette rubrique pour pouvoir la décortiquer et la mettre à l'honneur. C'est un vrai top en elle-même. Mais j'aurais vraiment aimé que Jamie fasse un pas, qu'il dise merci, qu'il s'excuse, qu'il reconnaisse ce que John a fait pour Claire, pour sa famille. Ce sera peut-être pour la saison 8. Espérons-le. Le thème 1, mon thème 1, je l'ai intitulé « Les liens qu'on choisit ou pas ». Cet épisode est traversé par la question des liens, ce qu'on choisit, ce qu'on construit, ce qu'on revendique. Et puis en contrepoint, ceux qu'on ne peut pas nommer, mais qui existent quand même. Parmi les liens qu'on voit se tisser dans cet épisode, il y a celui tout récent mais profondément touchant entre Claire et Fanny. Elles ne se connaissent que depuis quelques heures. Jen est morte dans la nuit et dès le lendemain, William conduit sa sœur chez les Fraser à l'église Tennant. Et pourtant, malgré ce temps très court, un lien se forme. Silencieux, pudique, mais sincère. Jamie est le premier à s'adresser à Fanny avec une extrême douceur. C'est lui qui tend le mouchoir qui contient la mèche de cheveux de Jane. C'est lui aussi qui l'invite à venir au Ridge. Un geste profondément humain, plein de tendresse. Et on pourrait s'étonner que ce soit lui et non Claire qui prenne la parole dans ce moment si délicat, surtout que Fanny a peut-être toutes les raisons d'avoir peur des hommes. Et pourtant, Jamie est désarmant de simplicité et de chaleur. Il inspire la confiance, il ne brusque rien. Mais plus tard, c'est bien Claire quand même qui prend le relais avec une justesse émotionnelle incroyable. Au cimetière, lorsqu'ils réalisent tous ensemble qu'il est impossible d'identifier la tombe de Jane, Claire ne nie pas la douleur de Fanny. Elle la contient, elle l'aborde, elle devient l'adulte stable, la figure rassurante, celle qui ne recule pas devant la peine d'un enfant. Et Fanny, dans un moment d'abandon bouleversant, évoque les souvenirs heureux. Une libellule, une aurore boréale, un rire partagé avec sa sœur. Des images qui semblent irréelles dans ce paysage gris et froid, dans ce cimetière. Et pourtant, ce sont ces images-là que Claire accueille, qu'elle écoute et qu'elle laisse vivre. Fanny, désormais, est la dépositaire du souvenir de sa sœur. Jane est morte pour elle. Et c'est Claire qui recueille ces fragments, qui donne à Fanny un espace où ses souvenirs peuvent exister. Même dans le deuil, même dans le chagrin. Il n'a pas fallu longtemps à Claire pour endosser ce rôle maternel. Ce n'est pas un rôle qu'elle force, c'est une posture qu'elle prend naturellement avec cette douceur qui la traverse quand elle soigne, quand elle protège, quand elle choisit d'aimer. On reste avec Claire et je vais vous parler de son lien avec Denzel. C'est un autre type de lien qui s'exprime là. Quand Denny confie à Claire combien il a été bouleversé de devoir l'opérer, on sent combien il la considère comme un membre de sa famille. Il y a entre eux du respect bien sûr, mais aussi beaucoup d'affection. Une forme de reconnaissance mutuelle entre soignants, mais aussi entre âmes qui se sont croisées au bon moment. Denzel est pudique, mais il laisse transparaître sa gratitude et Claire l'accueille avec sa chaleur habituelle. Passons chez les Mackenzie. Là, ce sont des retrouvailles familiales qui prennent tout leur sens. La scène est un peu construite comme un tableau. Roger, Jem, puis Brie, Mandy et enfin Buck qui referment le cercle en entourant les siens. Il y a quelque chose là de très visuel, très posé, presque pictural dans cette scène magnifique.
Et ce moment dégage une sensation de sécurité, de paix. Ils sont ensemble. Ils ont traversé le pire. Et j'ai envie de relever cette petite touche de modernité, la poupée que Mandy a ramenée et que Brie redoutait d'emmener à travers les pierres, parce que cette poupée fait vraiment trop au XXe siècle. Et ben cette poupée, elle est là, intacte, comme un clin d'œil au fait que leur passé et leur présent sont désormais intimement liés. Et plus tard dans l'épisode, on retrouve Brianna dans une scène complètement à part, une belle scène suspendue, douce, enveloppée de lumière et de chaleur. Et donc elle est debout face à un homme qu'elle connaît sans qu'il le sache, son grand-père biologique, Brian Fraser. Et là, Sophie Skelton fait un vrai choix de jeu. Elle joue clairement la retenue, elle garde une distance visible, une tension palpable dans son corps, dans sa voix. Et ce n'est pas de la froideur comme j'ai pu le lire dans les critiques de certains fans. Pour moi, c'est vraiment de la maîtrise parce que Brianna elle sait tout ce que Brian ignore. Et cette asymétrie de savoir rend la scène profondément troublante. Mais c'est ça qui la rend belle aussi. C'est tout ce qu'elle offre à chacun d'eux. Pour Brianna, cette rencontre est un cadeau inattendu. Rappelons qu'elle a été élevée sans modèle Fraser, et elle découvre ici un homme droit, tendre, profondément aimant. Et en lui parlant, elle perçoit l'intensité du lien qui unissait Brian à Hélène, ce lien hors norme, aussi fort que celui qu'elle observe entre ses parents Jamie et Claire. Et cette phrase de Brian magnifique, « Elle n'est jamais morte pour moi », il parle d'Hélène. Et en l'entendant, Brie comprend sans doute quelque chose de plus vaste, que certains amours transcendent le temps et la mort, même si elle le savait sans doute déjà. Et puis pour Brian, ce que ça fait pour lui, c'est qu'il est en train de discuter avec une jeune femme douce, vive, inconnue et pourtant si familière. Il voit Hélène dans ses traits, il lui parle avec confiance et sans le savoir, il transmet quelque chose, un regard, une mémoire, une forme d'héritage émotionnel. C'est vraiment une scène à part, un moment poétique que seul Outlander et ses voyages temporels pouvaient permettre, et une très belle manière de rendre hommage à Brian Fraser et de nous préparer aussi à être les témoins de son amour avec Hélène dans le préquel qui sortira cet été. Je vais vous parler du lien entre John et William, puisque là, on observe une relation adoptive, je ne sais pas comment on dit, une relation père-fils adoptif d'une incroyable solidité. Quand William vient chercher son aide, John ne pose pas de questions superflues, il écoute, il ravale ses émotions, il promet de faire tout ce qu'il peut. Et puis il revient avec des nouvelles, certes peu encourageantes, mais il les présente avec justesse, avec une lucidité teintée d'amertume. Et face à l'indignation morale de William pour ce qui est arrivé à Jen, John lui rappelle, sans lui dire explicitement, que le monde est parfois plus gris que noir ou blanc. Il reste toujours un éducateur, un homme de sagesse, mais aussi un homme d'humour. Son clin d'œil au mariage comme complication est une belle pirouette, probablement adressée à plusieurs couches de spectateurs dont nous sommes tous. Et puis, viennent Jamie et William. Alors ce lien-là, c'est peut-être le plus complexe de tous parce qu'il est réel, charnel, indélébile, mais encore et toujours rejeté, bien sûr, par William. Quoique, on va nuancer. Ils se retrouvent dans plusieurs scènes, et d'abord un moment presque complice, à visage couvert, quand ils neutralisent ensemble un garde. Ils forment une belle équipe, fluide, efficace, sans tension, sans rancœur. William d'ailleurs montre un intérêt évident pour sa sœur, Brianna. C'est assez léger, mais c'est là. Et puis plus tard, la scène, celle de la discussion. Jamie prend le lead de cette discussion. Il ne trahit rien, il ne dénigre pas Ginevra, il ne cherche pas à se justifier, au contraire. Il parle d'elle avec une forme de réhabilitation douce, il la qualifie de courageuse, curieuse, audacieuse. Il tient à rappeler à William que rien n'a été forcé, qu'il n'y avait pas d'amour, ça c'est sûr, qu'il n'a pas non plus trahi le serment de mariage, mais que oui, il s'en veut d'être indirectement responsable de sa mort. Et en même temps, dans son regard, dans les flashbacks de William enfant, on comprend qu'il est heureux d'avoir un fils, bien sûr, même s'il ne peut le dire qu'avec un geste tendre, cette main posée sur la joue de William. Et puis, William tranche. Le couperet tombe. « Je ne vous appellerai jamais père ». C'est cinglant, mais ce n'est pas gratuit. Et surtout, je pense que c'est une négation verbale, pas une négation affective. Parce qu'en réalité, tout dans l'attitude de William montre qu'il commence à accepter. Et Jamie lui aussi comprend.
sans mots, sans réponse. Alors c'est vrai, ce lien, ils ne l'ont pas choisi, mais il est là, et ils les lient, quoi qu'ils fassent. Mon thème 2, deuil, mémoire et présence invisible. En fait, ce deuxième thème, c'est celui de la perte. De ce, CE, ou ce, CEX qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas pu dire, de ce qu'il faut porter, même quand c'est trop lourd, mais aussi de tout ce qui reste. Un objet, une image, une chanson, un souffle dans la lumière. L'épisode est construit comme une traversée de ces présences invisibles, et c'est ce qui le rend aussi doux et aussi douloureux. Alors commençons avec Jane. La scène d'ouverture nous la montre dans sa cellule face à un journaliste. Elle parle peu, elle choisit ses mots, mais on sent sa force, sa lucidité, sa dignité aussi. Cette scène en ouverture de fin de saison, c'est un choix assez étonnant. On aurait pu commencer avec Claire et Jamie, mais non, on nous donne Jane. Comme pour nous dire, ce personnage secondaire est en fait au cœur de l'épisode. Et ce que l'on perd avec elle, ce n'est pas seulement une sœur. C'est une parole, un courage, une âme à part. Alors sa mort est rapide, dans le silence de la nuit. William et Jamie arrivent trop tard, dans un timing à la Roméo et Juliette très frustrant. Et tout ce qui suit, la mèche de cheveux, le cimetière sans tombe, la douleur de Fanny, nous rappelle que le chagrin parfois ne peut pas se poser. Il erre, il s'accroche. Et William, déjà en crise identitaire, perd ici une présence fondatrice. Quelqu'un qui, même sans tout savoir, le regardait comme un homme juste. Et c'est une perte profonde, violente et irréversible. William ne parvient pas à affirmer qu'il aimait Jane, il dit juste à John « il y avait quelque chose ». Et la série choisit de ne pas appuyer, de ne pas étirer, elle nous laisse dans le creux du vide. Un autre vide tout aussi brutal, c'est celui qui frappe Yann, celui de la perte de Rollo. Rollo, ce compagnon de guerre, ce frère silencieux, ce lien avec tout un pan de sa vie, sa mort montrée en quelques secondes est bouleversante et l'émotion de Yann, elle, est sans retenue. Les sanglots sont bruts, désordonnés, douloureux. John Bell, là, pour le coup, est vraiment exceptionnel. On sent que ça sort du cœur, c'est presque animal. Et puis, dans cette scène, il y a aussi Rachel, qui dit très simplement et très tendrement « j'ai épousé l'homme et le chien ». Et tout est là, dans cette phrase, dans ce regard, dans cette façon d'être à deux. Leur couple, je l'ai déjà dit, n'est pas idéalisé, il est juste profondément juste. Et c'est Yann qui demande à Rachel si elle veut aller au Ridge. Vous voyez, pas de décision imposée, ils construisent à deux. Et cette grossesse annoncée résonne comme un passage symbolique. Rollo meurt, mais une vie arrive. On n'est pas dans le pathos, on est dans la continuité, dans l'idée que tout se transforme. Certains spectateurs ont d'ailleurs avoué avoir plus pleuré pour Rollo que pour Jane, et ça peut sembler surprenant, mais en réalité c'est assez révélateur de la puissance du lien homme-animal dans la série. Un autre lien bien plus mystérieux traverse aussi l'épisode, celui entre Claire et Maître Raymond. Son apparition, certes furtive, en pleine nuit, dans une lumière bleutée, a vraiment saisi tout le monde. Est-ce un rêve, une vision ou une vraie rencontre ? Dans Outlander, les rêves sont parfois prophétiques, parfois réels. On ne peut jamais trancher trop vite. Ici, tous les codes sont là pour Maître Raymond. Le bleu, la cape, le mot Madonna, le héron qui s'envole. Autant de rappels directs à l'épisode 7 de la saison 2, Face, où Raymond était déjà apparu au moment le plus douloureux de la vie de Claire. Il est là à nouveau pour lui demander pardon. Mais pardon de quoi ? Il ne le dit pas, il part aussi vite qu'il est venu, et c'est précisément ce qui rend ce personnage aussi fascinant. Maître Raymond n'est pas un guide ni un mentor, c'est un catalyseur en fait. Il est là pour expliquer, il est là pour réveiller quelque chose. Il traverse le récit sans s'y ancrer. Et chaque fois qu'il revient, il fait basculer Claire, ou nous, dans un autre espace. Un espace flottant, un entre-deux. Vous avez la ref ? Enfin, l'épisode entier est visuellement traversé par une dimension spirituelle et symbolique. Les aurores boréales, la lumière bleue omniprésente, le silence pesant, la chanson, tout cela crée une sensation de flottement, comme si les vivants et les morts, les présents et les absents, les souvenirs et les visions se répondaient sans qu'on sache vraiment où on se situe. Et Claire, qui entend cette chanson alors qu'un peu plus tôt le prénom de Face lui est apparu sur le médaillon de la mère de Fanny, Claire ne sait plus ce qui relève du rêve, du deuil ou du réel, et c'est là qu'on glisse doucement vers la partie suivante. Parce qu'à ce moment précis, tout peut basculer. Et mon thème suivant, mon thème 3, c'est Fanny, Face, les mystères du temps. Alors oui, c'est un rebondissement qui a surpris tout le monde, spectateurs, lecteurs, et même Claire, bien sûr.
Dans les toutes dernières minutes de l'épisode, le prénom Face surgit dans un souffle, et avec lui une cascade d'indices, de signes, de souvenirs qui brouillent totalement les repères. Mais ce surgissement, aussi brutal soit-il, a été progressivement construit au fil de l'épisode. D'abord, je viens d'en parler, l'apparition de Maître Raymond. Rêve ou réalité, impossible à dire, mais il est là, dans un décor bleuté, chargé de symboles, comme un rappel direct à l'épisode Face, justement. Et juste après cette visite énigmatique, un petit médaillon apparaît dans les affaires de Jane, et sur ce médaillon, un prénom. Face. Alors déjà, à ce stade, quelque chose se fissure. Et puis vient la dernière scène. Claire, dans l'église, entend une petite voix qui chante « I do like to be beside the seaside », et là, frisson. Cette chanson, c'est celle qu'elle fredonnait à Face. On revoit l'image de cette petite fille morte-née dans les bras de Claire à l'hôpital des Anges. Sauf que cette chanson, elle n'existait pas encore. Elle date du début du XXe siècle. Or, on est ici en 1778. Et la petite fille qui chante, Fanny, dit que sa mère la lui a apprise. Claire se retourne bouleversée, les larmes aux yeux, et elle dit à Jamie « Je crois que Face a survécu ». C'est le moment où le trouble devient insupportable et où le rideau tombe sur l'épisode et sur l'ensemble de la saison 7. Parce que dans l'épisode, tout semble avoir été mis en place pour installer cette idée. La lumière bleue omniprésente, comme dans les scènes avec Raymond, l'ouverture à froid où deux fillettes courent dans un champ et dont l'une a des boucles blondes, comme Fanny, le geste de Jane en prison tendant la main vers le ciel, regardant les aurores boréales, et cette chanson qui revient comme un écho, comme un signal. Alors, que faut-il comprendre? Quelles sont les hypothèses possibles? Première hypothèse, la plus directe, la plus bouleversante aussi, serait que Face a survécu, comme le dit Claire, et donc elle a été sauvée par Maître Raymond, elle a grandi ailleurs, elle a eu des enfants, Jane et Fanny, et aujourd'hui, sa fille chante la même chanson que Claire lui chantait. Ce serait une boucle refermée, poétique, mais aussi franchement vertigineuse. Un pari narratif très risqué, mais pas impossible. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée n'est pas sortie de nulle part. Diana Gabaldon elle-même a évoqué il y a plusieurs années un projet de roman graphique non abouti dans lequel Maître Raymond aurait sauvé Face. Une hypothèse qu'elle n'a jamais intégrée dans les romans principaux. Elle le réaffirme, Face est bien morte dans l'histoire officielle, mais une intrigue qu'elle avait envisagée comme une piste parallèle, presque comme un « et si ». Et la série, ici, semble s'en inspirer librement pour construire un trouble volontaire. Et je rappelle que dans l'une des nouvelles du Cercle des Sept Pierres, un voyageur temporel fait des expériences pour ressusciter des rats. Nous sommes dans Outlander, je le rappelle. Dans l'épisode, il y a aussi un autre détail troublant. Jane, elle aussi fredonne la chanson Seaside alors qu'elle contemple les aurores boréales depuis sa cellule. C'est hyper subtil. Et cette scène, j'en parle, puisque je la trouve très belle dans sa scénographie. Baignée de lumière bleutée et orangée, Jane semble littéralement suspendue entre deux mondes. Elle tend la main vers le ciel, comme si elle appelait les anges. Une image d'une grande poésie, et puis aussi, du coup, un autre indice possible. Alors, deuxième hypothèse, plus nuancée, Fanny et Jane ne seraient pas les descendantes directes de Face, puisque Face serait morte, mais elles auraient hérité de cette chanson par l'intermédiaire d'un voyageur temporel. Quelqu'un qui, quelque part dans la trame, aurait entendu Claire chanter cette berceuse, ou aurait entendu ce titre au XXe siècle et l'aurait transmise volontairement ou non. Et dans ce cas, Fanny ne serait pas liée à Face par le sang, mais par une forme de connexion mystérieuse, presque spirituelle. Comme si l'âme de Face, ou ce qu'elle représentait, traversait le temps pour rejoindre Claire autrement. C'est une piste mystique qui n'est pas étrangère à l'univers d'Outlander. On a toujours navigué entre intuition, présence invisible, pierre dressée, rêve prophétique. Ce serait une manière douce et bien plus symbolique de faire revenir Face dans le cœur de Claire sans trahir le passé. Et bien sûr, il reste la thèse la plus terre-à-terre, celle du choix narratif stratégique. Un effet de manche, un crochet scénaristique pour créer un cliffhanger avant le lancement de la dernière saison. C'est possible. Mais encore une fois, est-ce qu'on prendrait autant de soin dans les images, dans la lumière, dans la mise en scène, juste pour ça? Je n'y crois pas. Je pense qu'il y a une vraie intention poétique derrière ce mystère et qu'on va quelque part
En tout cas, ce twist change profondément les choses, pour Claire évidemment. Il ouvre à nouveau une plaie qu'on croyait refermée, mais il laisse aussi entrevoir une espérance, un possible réconfort. Et Caitriona Balfe l'incarne à merveille dans cette scène finale bouleversante. On sent le cœur qui se serre, les souvenirs qui remontent, l'émotion qui submerge, ce sanglot. Pour nous, spectateurs, ce retournement provoque une vraie dissonance. On bascule dans autre chose. Ce n'est plus seulement une série historique, ça l'a jamais été. C'est une série où le temps, le rêve et les mémoires circulent librement. Dans mon dernier thème, j'avais envie d'interroger la place de cet épisode en tant qu'épisode final de saison. Je dirais que c'est un épisode final contemplatif et risqué. Un dernier épisode qui agit comme une partition intime et mystique à la fois. Il ne cherche pas à répondre à tout, mais il pose volontairement plus de questions qu'il n'en résout. Pas de cavalcade vers un climax, pas de menace à désamorcer. Juste une pause suspendue dans le temps comme un souffle retenu. Claire, dès l'ouverture, est entre la vie et la mort, et tout l'épisode épouse ce tempo. Calme, dépouillé, mais chargé de sens. La caméra prend son temps, elle s'attarde sur les gestes, les silences, les regards. C'est un épisode de guérison, ça c'est clair, de réconciliation incomplète, mais surtout d'élévation. Visuellement, tout est pensé dans cette logique-là. Lumière douce, bleu omniprésent, scène prolongée. Même le choix de ne montrer que les personnages centraux, sans scène de foule, renforce cette idée de recentrage. On n'est plus dans la fresque historique, dans les tensions, dans les batailles. On est dans l'intime, dans l'essentiel. Je n'ai pas beaucoup parlé de la première scène entre Claire et Jamie, mais elle illustre parfaitement cette bascule vers l'intime. Jamie est au chevet de Claire, inquiet, impuissant, et son monologue sur la transfusion, aussi étrange que touchant, en dit long sur sa détresse silencieuse. Il voudrait pouvoir lui donner son sang comme s'il pouvait la sauver par la seule force de son amour. Et Claire, elle, a décidé de ne pas mourir. Non pas par instinct de survie, mais pour lui éviter ce qu'elle a ressenti quand elle l'a cru mort après le naufrage. Et quand Jamie évoque, non sans humour, les noms d'oiseaux qu'elle lui a balancés après Saratoga, quand il était étendu sur le champ de bataille, on comprend à demi-mot que ce n'était pas la blessure qui avait réveillé la colère de Claire, mais bien la peur de le perdre. Une scène d'une grande délicatesse, cette scène d'ouverture, qui donne tout de suite le ton de l'épisode. Et dans cette épure, l'équilibre est subtil. Beaucoup de fidélité au livre, mais aussi une prise de liberté audacieuse avec le twist dont je viens de parler autour de Face. Un retournement qui ne vient d'aucun tome existant, mais d'une idée de Diana. Alors oui, ce final brouille les repères, mais il le fait en assumant pleinement son choix de renouer avec une forme de mystère, de croyance, presque de foi. On quitte les certitudes pour entrer dans un espace de vertige poétique. Et c'est là que ce final est fort. Il ne cherche pas à conclure, mais à ouvrir un nouvel espace narratif. Cet épisode clôture, transforme et ouvre tout à la fois. Il choisit d'ouvrir des portes plutôt que de refermer tous les arcs narratifs, au moment même où la série entre dans son dernier chapitre. Il sème. Il nous laisse, spectateurs, avec le trouble, l'attente, et peut-être aussi un peu d'espoir. Et maintenant, comme toujours, la parole est à vous. C'est un espace que j'aime profondément dans ces vidéos parce qu'il rappelle que je ne suis pas seule à vivre et à ressentir Outlander aussi fort. Vous allez entendre plusieurs addicts partager leurs réactions, leurs coups de cœur, leurs questionnements, parfois leurs doutes aussi, des voix différentes, des points de vue nuancés, parce que c'est ça aussi Outlander, une histoire qu'on traverse ensemble, chacun à notre façon. Et aujourd'hui, vous allez entendre Annie, Antonia, Claire, Joanie, Isabelle, Nadine, Sylvaine, et nous écoutons tout d'abord Nadine. Exceptionnel cet épisode final. Des scènes d'une grande intensité émotionnelle, parfaitement interprétées. Jamie aux petits soins pour sa femme, très touchant comme toujours. La scène de Lord John avec Claire m'a beaucoup émue. J'avais vraiment de la peine pour lui. J'ai eu un grand plaisir de voir William enfin réuni avec son père, même si malheureusement ils n'ont pas pu réussir leur mission de sauver la pauvre Jane. Leur discussion en tête-à-tête, où William annonce qu'il n'appellera jamais Jamie papa, mais qui quand même se laisse effleurer la joue par la main protectrice d'un père aimant et bienveillant. Quant à la dernière scène, elle m'a laissé sans voix, du grand Outlander. Je pense que Fess n'a pas pu survivre, mais quand même c'est déstabilisant cette histoire. Je ne voulais pas finir sans dire encore un grand merci Aurélie pour tout ce travail. À bientôt pour la saison 8 les addicts.
Un grand merci à toi, Nadine, pour ta fidélité, ici ou là, d'ailleurs. J'ai l'impression que ça fait des années que je te connais, ou en tout cas que je lis ton nom sur les réseaux, donc merci pour ça. Et tu as choisi de revenir sur un des points clés dont on attend le développement dans la saison 8, c'est cette relation entre Jamie et son père. Qu'est-ce que je dis? Entre William et son père, Jamie. Donc je suis comme toi, on est un peu porté vers ça. On verra, hein, on verra. Et maintenant, on écoute Annie. Waouh, quel décryptage, Aurélie! Et quelle saison! Un festival d'émotions, de coups de théâtre, de rebondissements, explosions riches, des naissances, des morts, des meurtres, des batailles, de l'histoire avec un grand H, des voyages dans le temps, 3 périodes, le retour en Écosse, des retrouvailles, la réapparition de personnages des saisons précédentes, les Murray, les Reed, Dougal, Gaylis, Tom Christie, Buck, Hal, Brian, Maître Raymond, l'apparition de nouveaux personnages, William adulte, Rob Cameron, Jerry, Jane, Fanny, Percival, etc. Bravo aux acteurs pour leurs performances exceptionnelles, notamment Kate, Sam, David, Charles, Richard. Ils nous ont fait vibrer comme jamais et nous ont captivés dans un tourbillon de joie, de peur, de pincement au cœur. Et puis l'histoire de la Révolution américaine, avec les batailles cruciales et l'introduction de personnages historiques. Washington, Lafayette, Daniel Morgan, Benedict Arnold, etc. Et toujours et encore, cette magnifique histoire d'amour de Claire et Jamie qui ont bien failli mourir une bonne dizaine de fois à eux deux, mais se relèvent toujours et nous offrent un amour et une connexion éternelle. Et bravo à la réalisation pour ces judicieuses mises en scène, ces riches décors, costumes, les figurants, on s'est régalé. Et ce cliffhanger tellement inattendu, il nous laisse dans un océan de questions, mais trop d'indices me font croire que Fate a bien survécu et ou que la série a peut-être créé une subtile adaptation des romans au sujet du comte de Saint-Germain, des origines de Fergus, Maître Raymond, à suivre. Merci tout plein, Annie. Oui, tu t'es essayé à cet exercice de récap de la saison 7, brillamment réalisé en 1 minute 30. Dans les nouveaux personnages, tu en as cité plein. Moi, je rajouterai Buck Mackenzie, parce que mon petit doigt me dit qu'il sera dans la saison 8, qu'il va compter pour les Fraser ou en tout cas les Mackenzie, on verra bien. Merci pour l'ensemble de tes notes vocales sur la saison, Annie, et merci pour cette dernière note vocale pour ce dernier épisode. Tu as un avis différent du mien sur Face, et celui que tu exprimes est partagé par d'autres, donc je te remercie de l'avoir exprimé. Je crois qu'on a tous hâte de découvrir ce que cette production nous réserve. Voilà, en tout cas, moi, je trouve que c'est enthousiasmant. Quels que soient nos avis et nos pronostics, finalement, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on en discute et de manière très ouverte. On écoute maintenant la note de Sylvaine. Bonjour Aurélie, bonjour les addicts. Alors la saison 7 a été pour moi une très belle saison, en dépit de l'absence de Fergus et Marsali, nous offrant toute une palette d'émotions et nous plongeant au cœur des âmes de nos personnages. Une saison qui finit en apothéose, dont le dernier épisode nous prend aux tripes du début à la fin et nous laisse sans voix dans les dernières secondes. Un épisode ouaté, onirique, mais d'une force émotionnelle puissante. J'ai été vraiment touchée en plein cœur par de nombreuses scènes, qu'elles soient tendres, teintées d'humour, surprenantes ou déchirantes. Quant à la scénographie, quelle réussite! Mais que dire de cette incroyable, voire improbable suggestion qui nous est faite à la fin de l'épisode? Eh bien, en ce qui me concerne, j'y crois, ou tout du moins je veux y croire. La demande de pardon, même dans ce contexte onirique, n'est pas pour moi anodine. Le retour de Maître Raymond non plus. C'est un personnage si énigmatique et si mystique, doté, on le sait, d'un pouvoir quelque peu surnaturel. Il a sauvé Claire, pourquoi n'aurait-il pas pu sauver Face? Cette lumière bleue, cette chanson qui accompagne à la fois Frances et Jane symbolise pour moi le lien qui les unit à Claire. Et puis, je ne vous cache pas que Face est un de mes épisodes préférés. Face dont le nom signifie foi, pas seulement d'un point de vue religieux, mais aussi foi en soi-même, dans ses capacités et dans sa vie. Or, cette foi est selon moi emblématique des personnages de la série. Elle les soutient, même si elle se montre parfois vacillante. Elle peut aussi parfois les porter jusqu'au point de non-retour. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle demeure viscéralement ancrée en eux, quels que soient les événements, et fait de ces hommes et de ces femmes, comme aurait dit Victor Hugo, une force qui va. Merci Sylvaine de livrer tes émotions depuis quelques épisodes aussi. Quand je dis quelques, je pourrais même presque dire quelques saisons. Et tu développes ton avis sur Face. Je te remercie de le faire.
Toi aussi, tu y crois, donc ça fait déjà 2, en tout cas 2 exprimés. Ouais, bah, c'est sûr que la présence de Maître Raymond n'est pas anodine. Ce pardon, je me demande encore à quoi il veut bien faire référence. Donc toi, tu imagines qu'il dit pardon pour fait, c'est pour n'avoir rien dit à Claire, je suppose que c'est ça. Bah oui, c'est encore une autre piste que j'ai hâte de découvrir en début de saison 8. J'espère qu'on ne nous fera pas mijoter trop longtemps avec ce thème-là. Maintenant, nous écoutons Claire, notre addict Claire. Dans cet épisode, la guerre semble s'être momentanément éloignée, mais il est assez triste. La mort de Jeanne, avec sa chevelure étalée comme celle d'Hélène évoquée par Jamie, est poignante. Le bouleversement final d'une survie possible du bébé mort-né est soit une cruelle douleur, soit un puissant espoir. Cet espoir inattendu d'une vie que l'on croyait à jamais perdue nous saisit, car il touche notre désir si humain de pouvoir repartir dans le passé et de pouvoir revenir sur notre histoire personnelle. Tout l'art de la série est de nous élever vers une interrogation spirituelle forte, distillée dans toutes les scènes par touches successives sur la mort, l'amour, qui nous rappelle la discussion de Jamie et Claire sous les étoiles. Une église abrite la résurrection de Claire, cela accentue cette dimension spirituelle. Je fais le rapprochement avec Claire mourante à l'hôpital des Anges qui est une abbaye. Décidément, il faut une armée d'anges implorée par Jamie ou Maître Raymond pour éloigner Claire de la mort. Claire est au seuil de la mort puis décide de vivre pour Jamie, comme lorsque Jamie avait fait l'expérience de la mort imminente après avoir été mordu par un serpent et était revenu à la vie pour Claire. Les anges sont mentionnés de façon récurrente par Jamie qui les implore de ne pas emporter Claire, par Jeanne qui les salue avant les aurores boréales, par Mère Hildegarde veillant à baptiser Faith pour qu'elle devienne un ange. La magie d'Outlander nous fait voir les anges et le voyage dans le temps, à nous les incrédules, et nous fait accéder au merveilleux, à la beauté dans la lumière bleue. Je ne regarderai plus jamais une libellule bleue de la même façon. Merci Claire, à toi aussi pour l'ensemble de tes notes vocales et pour celle-ci qui nous parle de spiritualité, qui est très spirituelle, et tu mentionnes les anges et tu me fais rebondir en fait. Parce qu'une fois que j'avais enregistré mon décryptage, j'ai toujours des regrets en fait, je vous le confie. Quand j'enregistre mes décryptages, j'ai plein de notes. Et j'essaye bien sûr, lorsque je fais mon script, de synthétiser l'ensemble de ce que je veux dire, mais il y a toujours des choses qui passent à la trappe. Et cette fois-ci, alors que je crois le faire souvent, tout le temps, pour ne pas dire toujours, je parle du titre, et cette fois-ci, je n'en ai pas parlé. Et c'est toi, Claire, qui me permet de le faire. Tu as mentionné l'ensemble des anges, et ben voilà, le titre de l'épisode, 100 000 anges. Je crois bien que c'est ça, 100 000 anges, ils sont présents à tous les niveaux. Et cet épisode empreint de spiritualité nous permet de nous élever et peut-être de les rejoindre, en tout cas... quand Outlander choisit ses titres, parfois on se demande le lien, on les cherche. Là, c'est d'une évidence, comme le nez en plein milieu de la figure. Merci Claire. Et maintenant, nous écoutons Joanie. Déjà le dernier épisode de la saison 7. On passe vraiment par toutes les émotions. Dans plusieurs rencontres 1 à 1 ou à petits groupes, on a des sourires. Surtout dans le bout où il y a Lord John qui est avec... Claire, puis qu'au début c'est ma douce, puis ça finit par des Madame Fraser plus solennelles. Les regards que Claire fait quand les deux autres parlent à côté, là, c'est vraiment drôle, comme si c'était deux gamins qui se chicanent. J'ai beaucoup aimé, comme d'habitude, les petits moments un peu taquins entre Jamie et Claire, qui se rappellent des souvenirs ou qui se taquinent. Il y a eu un petit bémol pendant qu'il parlait de transfusion sanguine. Je me disais que Denzel et Rachel étaient dans l'église parce qu'il a dit quelque chose comme ça aurait été possible à ton époque. J'ai trouvé ça quand même surprenant qu'il parle un peu de voyage dans le temps devant d'autres. Sinon, c'est un épisode où on a beaucoup pleuré. En tout cas, j'ai beaucoup pleuré. Autant pour la mort de Rollo que la mort de Jane. La petite Fanny là, est tellement bouleversante. J'ai adoré. Son jeu était parfaite. Puis j'ai été un peu déstabilisée par toute l'intrigue autour de Maître Raymond et Faith. Ça m'a laissé très perplexe. À suivre. Merci Joanie. Tu mentionnes en début de ta note vocale, comme à ton habitude, les petites choses qui t'ont fait sourire pour finalement dire que c'est un épisode qui t'a beaucoup fait pleurer. Mais je crois que la synthèse de tout ça, c'est que effectivement, Outlander nous fait passer par tout un tas d'émotions
en 1 heure. Bon, je pense que c'est pour ça qu'on aime tous la série. Donc je te remercie d'avoir noté au fil de cette saison tout ce qui peut avoir un petit trait amusant et certains fans lecteurs regrettent qu'il n'y ait pas suffisamment d'humour dans la série, parce que c'est vrai que les livres en sont truffés. Jamie est un homme qui a énormément d'humour, Claire aussi d'ailleurs, mais ça ne ressort pas toujours parce qu'évidemment c'est une série dramatique et donc on force un peu sur le drama. Et bien maintenant nous écoutons Isabelle. Salut les addicts. Dès que j'ai entendu Maître Raymond s'excuser, j'ai sursauté. Faïs est vivante. Et mon esprit n'a cessé de chercher le pourquoi du comment, surtout après la révélation du cimetière. Le cœur d'Outlander a toujours tourné autour de la famille, et à y regarder de plus près, cette deuxième partie de saison, je l'appellerais bien au nom du père. Tout débute avec ce retour aux sources, en Écosse, et Ian retrouve son père mourant. Dans une scène poignante, il lui révèle qu'il est lui-même père d'un petit Ian. Dans ce dernier épisode, on vient d'apprendre qu'il va être lui-même un nouveau père d'un enfant qu'il va pouvoir élever, car les pères de notre saga sont souvent éloignés de leur progéniture ou disparus. Jamie n'élèvera William qu'un court instant, le laissant aux bons soins de notre ami Lord John, et ne verra Bree grandir qu'en photo. William, quant à lui, apprendra brutalement qu'il a 2 pères, et à travers le temps, sa sœur Brianna aura vécu une expérience similaire avec Frank. Roger, à la recherche de son fils dans le passé, découvrira quant à lui avec émotion un père qu'il n'a pas connu. Et Buck, qui l'accompagne, rencontrera fortuitement sa mère et son père, Dougal Mackenzie. Outlander ne cesse de faire ses liens filiaux à travers le temps et nous prend dans sa toile. Et ce dernier rebondissement apporté par l'énigmatique Maître Raymond fait renaître l'espoir d'un lien ressuscité dans le temps. Merci beaucoup Isabelle, super intéressante ta note vocale, au nom du père. Je garderai ça. Et alors je vous parle, on est le 28 mai et depuis quelques heures, le DVD de la saison 7 est sorti aux États-Unis et avec lui son lot de scènes coupées, les scènes qui n'ont pas été intégrées dans les épisodes, voire les scènes qu'ils appellent Untold, ça veut dire les histoires non racontées en fait, des scènes qui sont tournées spécialement justement pour les DVD, qui n'avaient aucune volonté à être intégrées dans les épisodes, mais qui sont des bonus hyper précieux qui durent même entre 5 et 6 minutes, des vraies longues scènes intéressantes. Et figurez-vous, et je le dis parce que tu me permets de rebondir Isabelle, j'avais pas prévu d'en parler, mais dans les scènes Untold, il y en a une où Brianna parle avec son fils, Jeremiah, et elle évoque Frank, son père. Il y a aussi une scène où Claire parle avec... donc là, c'est une scène coupée où Claire parle avec Roger. C'est en tout début de saison 7. Je pense que cette scène aurait dû avoir sa place dans l'épisode 2, avant que les Mackenzie ne repartent par les pierres. Et elle parle de Jerry, du père aviateur de Roger. Buck est présent aussi dans certaines scènes coupées. Enfin bref... ce père, ou en tout cas ce lien entre un père et son fils ou un père et ses enfants, qui ne peut pas être exploré, qui ne peut pas être vécu complètement, on le retrouve aussi dans les scènes coupées. Donc ça vient renforcer encore plus le message que tu viens de nous laisser, Isabelle, et je te remercie. Eh bien, on écoute la dernière note vocale, et c'est Antonia qui ferme la marche. Bonsoir Aurélie, bonsoir les addicts. Outlander est une série passionnante, qui passionne dès qu'on la regarde la première fois, et qui nous entraîne à la regarder moult fois. Elle a tous les ingrédients pour que l'on devienne addict. Elle a été créée de l'imagination très fertile, l'intelligence de Diana Gabaldon. Mais il a fallu d'autres passionnés de ces livres, à commencer par Ron Moore, Matt Roberts, Mary Davis, Trisha Dresbach, Bir McCree, pour citer les principaux, sans oublier les départements des costumes et des décors pour que cette série voie le jour. Côté casting, la magie, l'alchimie extrême des 2 principaux acteurs, Sam et Kate. Pour lier le tout, de très bons acteurs qui, tous se sont mis dans la peau de leurs personnages. Nous aussi, nous avons une passionnée qui, depuis 2019, cet Outlander addict, nous transmet des décryptages uniques, des informations traduites et tout ce qu'elle peut glaner sur le web. C'est Aurélie, notre Diana à nous, que je remercie humblement pour tout son travail qui est unique également.
Bonsoir. Merci beaucoup Antonia, tu me fais pleurer. Je ne m'attendais pas à ça. C'est la dernière note vocale et en fait je les écoute jamais avant et tu finis avec ça. Donc je ne sais pas de quoi te dire. Merci à toi, merci à vous tous en fait. Je reprends un peu mes esprits. Notre communauté est tellement riche de belles personnes et tu le dis, Outlander, c'est une série unique. Évidemment qu'elle est chère à nos cœurs puisque c'est elle qui nous réunit ici et qui fait qu'on s'en parle. Encore, pour certains d'entre vous, certainement, vous la connaissez depuis le début, ou même si c'est plus récemment, ça fait quand même maintenant quelques années qu'on est là, les unes et les autres, ou je devrais dire même les uns et les autres. Donc, un très très chaleureux merci à toi, Antonia, pour cette note vocale qui parle d'Outlander et d'Outlander Addict. Ça me fait très chaud au cœur. Je vous remercie tous et toutes. Merci du fond du cœur à toutes celles qui ont pris le temps d'enregistrer une note vocale pour cet épisode et merci aussi à toutes celles qui ont participé à mes vidéos précédentes depuis le début de cette saison 7. Vos voix, vos mots, vos émotions, ils donnent une résonance unique à ces décryptages. Cet espace est autant à vous qu'à moi. Un espace d'échange, d'écoute, de partage, un espace où la passion se vit ensemble, tout simplement. J'espère que ça transpire dans ce décryptage, mais vous l'avez compris, ce final m'a beaucoup touchée. Par sa lenteur assumée, par son audace, par sa façon de ne pas faire ce qu'on attendait de lui, il ne termine pas la saison 7 comme on refermerait un livre. Il nous garde en suspens entre deux battements de cœur, entre deux dimensions, comme si la série, elle aussi, se tenait à la lisière entre le passé qu'elle honore et le futur qu'elle n'a pas encore écrit. J'ai aimé sa tendresse, j'ai aimé le trouble qu'il sème. Il replace la magie douce d'Outlander au centre. Cette magie faite de chants, de rêves, de gestes simples et de fils invisibles qui relient les âmes au fil du temps. Et vous allez me dire, et la saison 8 alors ? Je ne pense pas que Faith ait survécu. Ça, c'est mon avis. J'imagine l'ouverture de saison 8 sur Jamie tentant de faire entendre raison à Claire dans l'église avec sa douceur habituelle. Car oui, ce twist sur Faith est un pari très risqué. Mais à mes yeux, il offre surtout une occasion en or, une porte narrative très intéressante. Remettre du mystère, du voyage dans le temps, du romanesque dans la saison 8. Faire revenir des personnages, des émotions, ce frisson des débuts. Comme un souffle venu de la saison 1, mais dans un monde qui a bien changé. Parce que j'ai envie que cette série que je suis depuis si longtemps termine son histoire avec de la magie plein les yeux et l'amour qui triomphe de tout. Et entre nous, je suis persuadée que les scénaristes vont retomber sur leurs pieds. Je leur fais totale confiance. Je sais que certains fans ont fait une critique ultra virulente sur ce choix narratif. Moi, je pense que la critique est vaine tant que nous n'aurons pas eu la résolution de cette intrigue dans la saison 8. Et je vous rappelle d'ailleurs, ou je vous le dis si vous ne le savez pas encore, que Dominique Pinon, qui est notre maître Raymond dans la série, a donné une interview au printemps dans laquelle il a affirmé qu'il avait une scène dans la saison 8, mais pas avec Claire. Et je pense que c'est probablement en lien avec tout ce mystère. Alors et vous ? Qu'avez-vous pensé de ce final ? Quels moments vous ont ému ? Vous ont fait frissonner, agacé peut-être ? Quelles sont vos théories sur Faith ? Vos espoirs pour la saison 8 ? Je vous attends en commentaire. Vous lire est toujours un bonheur et ça prolonge ce qu'on construit ici ensemble. N'oubliez pas le petit pouce avant de partir et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous.